Alors, ça fait de nombreuses années que je travaille sur le retour progressif au travail et j'aimerais ça vous souligner pourquoi ces outils-là, en fait, sont pertinents et sont solides. Donc, je vais revenir un petit peu sur les évidences qui soutiennent ça. Dans le fond, ça fait de nombreuses années qu'on étudie pourquoi le retour progressif au travail, quand on est en incapacité au travail, c'est une bonne solution. Déjà en 98, il y avait un auteur, Cross, qui avait fait une revue systématique des essais randomisés et il avait comparé des programmes de réadaptation à des programmes de réadaptation qui incluaient un travail modifié. Et il a démontré que dans ces cas-là, ceux qui utilisaient le travail modifié, on réduisait le temps d'absence. Et là, à ce moment-là, c'était pour les troubles musculo-squelettiques, la santé mentale et les TCC, les troubles traumatismes crâniens. Donc, c'était notre première revue systématique. Et là, vous connaissez sans doute le modèle de Sherbrooke qui a été réalisé en 98 par Patrick Loisel. Ce modèle-là incluait dans son intervention ce qu'on a appelé le retour thérapeutique au travail, qui était un retour progressif au travail. Au Québec, avec ce modèle-là, on a démontré que pour les lombalgies, le fait d'inclure un retour progressif au travail, même si les gens avaient de la douleur et de l'incapacité, nous permettait de retourner les gens plus rapidement et il y avait un maintien 6 ans plus tard. Donc, il y avait une forte évidence ici. En 2017, j'ai fait une revue réaliste où j'ai pris tous les programmes de réadaptation qui montraient une diminution de l'absentéisme et une des composantes majeures, encore une fois, c'était l'exposition au travail réel. Finalement, il y a une excellente revue systématique publiée en 2018 qui a regardé les gens qui avaient de la douleur chronique, les gens qui avaient des problèmes de santé mentale et les survivants du cancer. Et dans les 3 composantes essentielles pour réduire l'absentéisme au travail, c'est vraiment, encore une fois, l'exposition. Donc, la démonstration en termes épidémiologiques de l'effet du retour progressif au travail, elle est très claire. Par contre, quand on regarde toutes ces études-là, et je peux vous dire que je m'y suis attardée, bien, en fait, quand on parle de travail modifié ou d'exposition au travail, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait dans ces études-là. Puis chacune des études, en fait, le définit pas et on ne sait vraiment pas ce qu'on fait. Donc, tout le monde dit que c'est efficace, mais comment on fait ça? Est-ce que c'est uniquement de réduire les heures, réduire les tâches, la combinaison des deux? Est-ce que c'est de dire on travaille 3 jours collés, 2 jours pas collés? On ne le sait pas. Alors, face à tout ça, dans notre équipe initiale, ce qu'on a fait, c'est qu'on a suivi des cohortes de travailleurs qui avaient des troubles musculo-squelettiques, qui avaient plusieurs mois d'absence, et on a bâti avec eux, on les a suivis pas à pas et on a regardé comment on construisait des retours progressifs au travail et quels étaient les retours progressifs au travail qui finalement amenaient à un retour au travail puis une stabilité au niveau du travail. Donc, on voulait vraiment les deux. C'est pas juste le fait de retourner au travail après un programme, mais de se maintenir dans le temps. Et là, on a interrogé les patients, les cliniciens et les employeurs. Le résultat de cette étude-là, ça a été la base un peu des travaux qu'on vous présente maintenant. On a publié ça dans plusieurs études. Ce qu'on a démontré, et qui est vraiment là, le fondement ici, c'est que pour qu'un retour progressif au travail fonctionne lorsqu'on a une incapacité au travail, il faut que l'individu ait de la marge de manœuvre au travail. C'est vraiment une constante essentielle. Donc, le retour doit être basé sur est-ce qu'il y a une présence de marge de manœuvre. Donc, on a publié beaucoup là-dessus. Je voulais juste vous rappeler la définition, en fait, là, du concept de marge de manœuvre. Ça vient de l'ergonomie française et c'est vraiment les possibilités ou libertés dont dispose un travailleur pour élaborer différentes façons de travailler afin de rencontrer les objectifs de production et ça sans effet défavorable pour la santé. Donc, c'est vraiment l'autorégulation du travailleur. Donc, il y a des exigences à faire. Quels sont les moyens qu'il a pour faire face et comment il s'autorégule. Donc, quand on revient au travail puis qu'on a de la douleur ou des incapacités, c'est vraiment le jeu de c'est quoi la quantité d'exigence puis comment je peux la moduler. Donc, ça nous a vraiment amené à créer 2 guides.
le premier guide pour les ergothérapeutes et le premier guide pour les entreprises. Le guide ORPA, en fait, c'est un guide qui a été découlant du premier guide sur l'évaluation de la marge de manœuvre. Donc, c'est Julie Bouffard qui a pris ça et qui a dit qu'est-ce qu'on peut transposer comme concept pour les entreprises pour qu'ils soient capables de mener ce retour progressif-là de façon gagnante. Nos travaux, quand on a fait ça, c'était uniquement pour les troubles musculo-squelettiques. Une dernière preuve importante, là, avant de vous présenter les objectifs, c'est l'étude qu'on a publiée avec Marie-France Coutu en 2023. Marie-France s'intéressait aux inquiétudes des travailleurs liées avec l'environnement de travail. Donc, dans cette étude-là, c'était des gens qui avaient des troubles musculo-squelettiques. Elle a mesuré différentes dimensions des inquiétudes, puis elle a regardé qu'est-ce qui prédisait ou non le retour au travail. Donc, c'est une étude vraiment centrée sur les inquiétudes. Mais un des résultats majeurs, c'est que quand on met l'ensemble des variables qui ont été étudiées, le facteur qui prédit le mieux le retour ou le non-retour au travail, c'est la présence de marge de manœuvre. Et vous voyez dans ce tableau-là, ici, on a la première colonne qui est les risques relatifs. La marge de manœuvre prédit le non-retour au travail avec 8,5 fois, ce qui est important. Et tandis que les autres inquiétudes, les dimensions qu'elle a incluses dans son modèle, sont présentes, mais beaucoup moins fortes. Dans cette étude-là, la marge de manœuvre était évaluée à la fois par le travailleur et à la fois par un ergothérapeute. Donc ici, on a une preuve en 2023 que d'évaluer la marge de manœuvre au travail, c'est vraiment le concept pour le retour au travail. Donc, en fonction de l'ensemble de ces données-là, on était sensible aussi au phénomène qui se passe actuellement. Donc, vous savez très bien qu'actuellement, dans les entreprises, le taux d'absentéisme relié à des troubles de santé mentale communs, par exemple la dépression ou le trouble d'adaptation, ils sont importants. Ils sont souvent l'équivalent des troubles musculo-squelettiques ou supérieurs aux troubles musculo-squelettiques. On a aussi un changement dans la main-d'œuvre qui est important. On a de plus en plus de travailleurs de 50 ans et plus qui sont présents. On a maintenant des travailleurs de 60 ans qui reviennent au travail. On a aussi une diversité au niveau des groupes ethnoculturels. Puis finalement, on a découvert aussi plusieurs enjeux liés au genre. Donc, en fonction de ces phénomènes-là, qui n'avaient pas été tenus en compte dans le développement des outils, on a développé les 3 objectifs suivants. Donc, le premier objectif, c'était vraiment accroître la portée du guide d'évaluation de marge de manœuvre. Donc, nos 2 outils qui étaient développés pour les troubles musculo-squelettiques, mais on souhaitait que ces outils-là soient utilisables pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Le deuxième objectif, c'est étant donné le changement dans la main-d'œuvre, on voulait vraiment que ces outils-là tiennent compte ils soient sensibles à l'avancement en âge, au genre et à la diversité ethnoculturelle. Dans les premiers outils qu'on avait développés, c'était vraiment fait principalement chez les hommes caucasiens dans la quarantaine. Donc, on voulait vraiment que ça réponde à une plus grande diversité de la main-d'œuvre. Et finalement, on avait un objectif, c'était d'écrire l'applicabilité perçue de l'ORPA par la CNSST. Je ne vais pas vous présenter les résultats de ce 3e objectif-là, parce que la collecte de données a été faite en 22 et début 23, et on avait toute l'application et l'opérationnalisation de la loi modernisant la santé et la sécurité au travail. Donc, il y a eu un décalage un peu, mais les résultats sont disponibles dans le rapport. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on avait 2 outils troubles musculo-squelettiques. On voulait les rendre applicables pour les troubles musculo-squelettiques. Alors, au niveau de la méthode, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle un devis séquentiel mixte. Et on a utilisé une technique qu'on utilise beaucoup dans notre équipe de recherche, qui est la méthode triage, une méthode de consensus avec des experts. Qui étaient nos experts pour décider des éléments à mettre dans l'outil? En fait, on a recruté des ergothérapeutes qui pratiquaient en réadaptation au travail et qui avaient au moins 50% de leur clientèle qui avait des troubles de santé mentale. On voulait qu'ils aient été formés à la marge de manœuvre, donc qui avaient déjà eu la formation là-dessus, et finalement qui avaient au moins 2 ans d'expérience. Donc, on voulait vraiment avoir des praticiens terrain qui faisaient des retours au travail comme tel.
Je vous explique ici la méthode triage qu'on a adaptée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, l'équipe de recherche a pris le prototype de guide de marge de manœuvre, a conçu des adaptations sur la santé mentale, donc a introduit des nouveaux éléments dans le guide comme tel qui correspondaient aux problématiques de santé mentale. Par la suite, on a fait un questionnaire en ligne, on a envoyé ça aux ergothérapeutes qui ont accepté et on leur a demandé pour chaque adaptation qu'on a proposée, quel est le niveau de clarté, de suffisance et d'applicabilité de ça. Par la suite, on a calculé des statistiques pour savoir finalement est-ce qu'ils étaient d'accord ou non avec nos adaptations et tous les éléments où les gens étaient en désaccord à plus de 20%, on a demandé des propositions et après ça, on a fait un groupe de consensus. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment comme une consultation individuelle et une consultation de groupe sur les désaccords. On a fait exactement le même processus avec le repas. Donc, on a mis des adaptations et on a consulté dans cette chaîne-là. Alors, simplement pour les caractéristiques, là, vous savez, cette collecte de données-là a été en pleine pandémie, d'où la difficulté aussi de recrutement. Donc, pour le GEM, on avait 11 ergothérapeutes, des gens expérimentés et qui avaient la moitié de leur clientèle avec des problèmes de santé mentale et l'autre moitié avec des troubles musculo-squelettiques. Donc, ça répondait parfaitement. Pour leur pas, 8 ergothérapeutes expérimentés aussi et qui avaient les mêmes proportions. Donc, on avait vraiment là les caractéristiques de nos participants qui correspondaient à nos critères de sélection. Alors, les résultats, en fait, pour le guide de marge de manœuvre, sur l'ensemble des adaptations qu'on a proposées, on avait seulement 2 énoncés où les gens étaient en désaccord avec ce qu'il y avait. Donc, les ergothérapeutes ont été très, très généreux. Ils ont donné 15 propositions pour les 2 adaptations. Et je vous dirais que les adaptations étaient particulièrement sur 2 thèmes. Sur quels sont les moyens que les gens qui ont des problèmes de santé mentale peuvent avoir pour moduler leur travail. Donc, quand tu reviens d'une dépression puis tu as une grande fatigue, peu de concentration, qu'est-ce que tu peux avoir comme moyen pour t'aider à faire le travail? Donc, il y a vraiment une liste de moyens qui a été ajoutée. Et ce qu'on disait aussi, c'est d'ajouter certains indicateurs de santé qui sont liés aux troubles de santé mentale, entre autres les difficultés de sommeil. Donc, d'ajouter ça pour que les ergothérapeutes en tiennent compte comme tel. Au niveau de leur repas, on a fait le même processus. Il y avait 4 énoncés qui avaient des désaccords. Il y avait 9 propositions. Et là, je trouve que ça, c'est important pour les entreprises. Les principaux désaccords étaient en lien avec la clarté des systèmes. Donc, nous, on avait traduit des adaptations et on est des professionnels de la santé. Donc, il y a eu beaucoup de reformulations pour que ça soit adressé à des gestionnaires ou à des gens d'entreprise comme tel. Et également, on a eu plusieurs exemples pour dire, ben, en entreprise, comment tu peux augmenter la marge de manœuvre pour quelqu'un qui, par exemple, a des problèmes de concentration. Donc, vraiment, des adaptations qui ont été validées par un groupe et ça nous a donné 2 versions. Donc, on a refait des nouvelles versions. Donc, une version du guide de marge de manœuvre et une version de leur pas qui sont maintenant transdiagnostiques, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser autant au niveau des troubles musculo-squelettiques que de la santé mentale. Notre deuxième objectif, vous vous souvenez, l'avancement en âge, le genre et la diversité ethnoculturelle. Alors, on a fait une méthode en 3 étapes. On est allé chercher dans la première étape des experts académiques, des chercheurs dans les domaines de ces 3 caractéristiques-là. On leur a présenté leur pas et on leur a demandé qu'est-ce qu'on a besoin d'ajouter à ces outils-là pour qu'on puisse les utiliser, par exemple, avec des travailleurs plus âgés. Donc, on a fait des entrevues, on a fait une analyse des entrevues et on a fait une liste d'adaptations. Suite à ça, on a intégré ces adaptations-là à nos outils et là, on a fait le même procédé. On est allé voir des ergothérapeutes et on leur a demandé clarté, suffisance et faisabilité aussi. On a refait de nouveaux outils. Donc, vous voyez là qu'à chaque étape, on rebonifie nos outils et on a fait ici, on est allé voir des milieux de travail. Donc, on est allé voir des milieux de travail, on leur a présenté leur pas et on leur a demandé, dans le fond,
Est-ce que pour vous, c'est applicable à vos travailleurs? Puis c'est quoi les forces et faiblesses de ces outils-là? Donc, 3 étapes avec, au terme de celui-ci, le point de vue des milieux de travail. Donc, la première étape, les experts de contenu. Donc, ce qu'on a choisi de faire, dans le fond, c'est de choisir 2 experts de contenu par caractéristique. Et si on n'avait pas de convergence entre les 2 experts, d'aller vers un 3e. Ça n'a pas été nécessaire. Donc, on a eu 2 experts dans chaque catégorie. Donc, vous voyez ici, là, c'est des gens avec un âge médian de 48 ans et c'est des gens de grande expérience. Notre première surprise, en tout cas moi, ma première surprise dans cette étude-là, c'est qu'il y a eu une convergence absolue entre les experts qui ne se sont pas consultés, à savoir qu'il ne fallait pas introduire dans le guide de retour au travail la notion de si vous avez un travailleur de 60 ans, essayez de vérifier s'il y a plus de fatigabilité. On nous a vraiment dit que c'était absolument essentiel de ne pas référer à la caractéristique pour ne pas nourrir les stéréotypes en milieu de travail comme tel. Donc, il fallait vraiment faire des propositions qui enlevaient cette association entre la caractéristique et la proposition. Donc, suite à cette première donnée-là, et ce qui était fascinant, c'est que tous les experts nous ont dit ça sans se consulter. Cette consultation-là nous a donné 12 adaptations à inclure dans leur pas pour tenir compte des caractéristiques. Donc, ces 12 adaptations-là se divisaient en 4 grandes catégories. Le premier, c'était vraiment les enjeux, les difficultés spécifiques à considérer. Par exemple, la fatigabilité. Par exemple, le cumul des charges. On était vraiment en termes de... On avait des revues de littérature qui parlaient des enjeux du genre. Bien, en fonction des enjeux du genre, quelles sont les répercussions sur le retour au travail et comment on peut inclure ça. Donc, on a vraiment fait ce travail-là. La deuxième catégorie, c'est sur la communication. Et ça, c'est quelque chose de très important dans leur pas. C'est est-ce que je m'assure que le travailleur comprend bien le processus? Est-ce que les termes que j'utilise, il les comprend? Est-ce qu'il comprend la démarche au complet? Le troisième catégorie, c'est des aménagements. Donc, on nous a vraiment proposé certains aménagements en fonction de ces 3 caractéristiques-là. Et la quatrième, c'est de faire des suivis. Donc, nos experts de contenu nous ont proposé 12 adaptations. On a pris ces 12 adaptations-là, on les a proposées à 8 ergothérapeutes. Donc, vous voyez, les caractéristiques sont encore les mêmes. Et on a fait la même chose. On a demandé aux 8 ergothérapeutes de se positionner sur chacune des énoncés. Comme tantôt, on a fait des statistiques et après, on en a discuté. Au final, les 12 adaptations proposées par nos experts, les ergothérapeutes ont jugé qu'il y en a 12 qui étaient claires. Donc, on pouvait les utiliser comme telles, mais ils ont noté qu'il y en avait 10 sur 12 qui étaient faisables. Donc, il y en avait 2 qui posaient un problème. Les 2 qui posaient problème, selon les ergothérapeutes, c'était, on avait inclus dans les outils que les entreprises devaient tenir compte des enjeux conciliation travail-famille. Et la façon qu'on avait rédigé ça, on disait les entreprises peuvent pas s'occuper de ça parce que c'est la limite avec la vie personnelle. Comment on pourrait rédiger ça autrement? Et l'autre qui faisait pas consensus non plus, c'est la flexibilité d'horaire. Les ergothérapeutes disaient, ben, il y a comme des limites pour les entreprises à proposer quand on fait un retour au travail, une très grande flexibilité d'horaire. Donc, en fonction de ça, on a reformulé ces propositions-là et on a retesté ça. Donc, la partie probablement qui est plus d'intérêt ici, c'est qu'est-ce que les entreprises ont dit de leur pas. Alors, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a recruté des organisations de travail. Et dans les organisations de travail, on a eu principalement des réponses des ressources humaines. Donc, on a eu 21 organisations qui ont accepté de participer et à l'intérieur de ça, on avait 23 personnes. Donc, il y a eu des entrevues où il y avait 2 personnes. On avait 2 gestionnaires qui se sont couplés avec des RH. Donc, principalement des ressources humaines qui nous ont donné leur avis là-dessus. Donc, vous voyez, principalement des femmes, un âge moyen de 42 ans et avec beaucoup d'expérience. Sur nos 21 organisations,
on a seulement 4 PME. Donc ça, va falloir tenir compte de ça dans nos résultats et nos limites. Donc notre première question aux entreprises, c'est voici un outil pour les troubles musculo-squelettiques et la santé mentale. Et la question qu'on leur a posée, c'est est-ce que vous pensez que le repas peut être utilisé pour tous les travailleurs, travailleuses, peu importe l'âge, le genre et la diversité ethnoculturelle? C'était vraiment notre question centrale. La majorité d'entre eux ont dit tout à fait. Ils nous ont dit ce guide-là, on peut l'utiliser avec tous nos travailleurs, indépendamment des caractéristiques. Et quand on leur demande bien, pourquoi vous nous dites ça, bien, dans le fond, ils nous disent bien, parce que la formulation est neutre et ça permet de s'adapter à la personne devant nous. Donc, notre objectif ultime, qui était de l'utiliser avec toutes les caractéristiques des travailleurs, a été parfaitement atteint ici. Par contre, quand on leur demande, est-ce que vous auriez l'intention de l'utiliser? Il y a 16 organisations sur 21 qui nous ont dit, oui, on pourrait l'utiliser demain matin. Il y a 5 organisations sur 21 qui nous ont dit, non, on ne peut pas l'utiliser. Et là, il y a 2 raisons principales de ça. Ce qu'ils nous ont dit, ces 5 organisations-là, c'est que d'utiliser ce guide-là devrait s'inscrire, en fait, dans toutes les politiques de retour au travail de l'organisation et tout ça devrait être cohérent et pour l'instant, c'est pas tout à fait cohérent avec nos pratiques. Donc, pour inclure ça, il faudrait vraiment qu'on fasse comme une restructuration de nos façons de faire dans l'organisation. Et il y en a quelques-uns aussi qui nous ont dit que c'est difficilement applicable dans leur organisation étant donné qu'il y avait des horaires complètement typiques, étant donné que les sites de travail étaient très éloignés, donc on ne savait pas ce qui se passait dans les autres régions. Donc, ils trouvaient que c'était pas, on ne pouvait pas l'adapter comme tel. On leur a demandé au milieu de travail, selon vous, là, pourquoi, ça serait quoi les 4 utilisations? On leur a pas demandé 4, mais on leur a demandé, selon vous, pourquoi vous utiliseriez le repas comme tel? Ils nous ont vraiment dit que, dans le fond, ils voyaient 4 choses. Ils voyaient que, ça les soutenait dans la façon de structurer et de faciliter les communications avec le travailleur et avec le gestionnaire. Donc, il y a vraiment comme ça facilite le soutien de la démarche. Le deuxième, c'est l'uniformisation de la démarche comme telle. C'est comme si tous les travailleurs pourraient passer par le même processus et ça, c'était vraiment un avantage parce que ce que les entreprises nous ont dit, c'est que parfois, il y a des travailleurs qui avaient l'impression que c'était pas toujours fait de la même façon dans leur entreprise et que ça sollicitait beaucoup d'insatisfaction. Donc, il y a vraiment comme ça explicite, ça structure la démarche comme telle. Le troisième point, c'est qu'ils nous disent, bien, ça soutient les superviseurs. Les superviseurs, il y a beaucoup de roulements dans les entreprises, mais là, si on a une démarche claire, ça va leur dire, bien, pour ce travailleur-là, voici ce que tu pourrais faire avec. Et le quatrième, ça facilite les suivis parce que c'est très structuré dans la démarche. Donc, c'est vraiment pas les propositions que nous, les chercheurs, on a fait. Ça, c'est les propositions qui sont émergentes des entreprises et principalement des ressources humaines. Finalement, on leur a demandé, bien, selon vous, c'est quoi les leviers et obstacles de cet outil-là? Bien, dans les leviers, on nous a dit c'est simple, clair, complet, structurant. C'est très cohérent avec nos pratiques, donc on peut l'adopter, ça va de soi. À l'opposé, il y a des gens qui nous ont dit, ouais, mais rajouter un outil, c'est un peu lourd pour notre organisation. Est-ce que ça va nous créer une surcharge? Donc, il y avait vraiment un questionnement sur la surcharge pour les RH. Et l'autre élément aussi, c'est la faible disponibilité des intervenants dans le milieu de travail. Donc, ce que les RH nous disaient, nous, on est prêts, mais on a peu de disponibilité des gestionnaires de terrain, donc ça va créer une lourdeur. Donc, il y avait tout ça. On se souvient ici qu'on a simplement soumis leur repas, on ne leur a pas demandé de l'expérimenter. On a juste demandé leur avis sur leur repas comme tel. En point de discussion, je reviens un peu sur mes objectifs. On a inclus dans 2 guides qui existaient au niveau des troubles musculo-squelettiques des adaptations pour la santé mentale. On les a faites valider par un groupe. Là, on peut se demander, est-ce que ces adaptations-là tiennent la route? En fait, on a fait 2 genres d'adaptations. On a ajouté des symptômes reliés à la santé mentale et ajouté des adaptations du travail quand on revient après un problème de santé mentale.
Dans les deux cas, il y a plusieurs écrits scientifiques qui corroborent que ce qu'on a mis à l'intérieur du guide est tout à fait pertinent et tout à fait adapté au retour progressif de ces gens-là. Donc, c'est une validité de contenu. On peut dire que ça tient la route au niveau de la santé mentale comme telle. Le deuxième point, c'est l'adaptation en fonction des 3 caractéristiques. Comme je vous disais, moi, ma grande surprise, ça a été de dire surtout, on ne parle pas des caractéristiques, mais on fait ça de façon universelle. Et quand j'ai cherché un petit peu dans la littérature, c'est vraiment la nouvelle tendance actuellement. On parle d'EDI, d'inclusion, et c'est vraiment ce guide-là correspond complètement à l'approche inclusive universelle qu'on a de plus en plus au niveau des différences individuelles. Donc, on est exactement dans le courant au niveau d'une approche inclusive actuellement. Maintenant, si on regarde le dernier point, l'utilisabilité de l'ORPA. Donc, tous ceux qu'on a interrogés étaient d'accord que c'était utilisable. Par contre, on a principalement des grandes entreprises. Et vous le savez comme moi que les grandes entreprises ont souvent des gens qui sont des CORA, des coordonnateurs de retour au travail. Donc, ils ont déjà des structures pour faire ce retour au travail-là. Donc, on a fait beaucoup d'efforts pour avoir des PME recrutées dans cette étude-là. Et comme on le sait, il y a d'autres études ici à l'IRSSC sur les PME. C'est très difficile d'intégrer ces gens-là dans nos études. Donc, oui, c'est utilisable actuellement, mais là, on a le point de vue uniquement des PME qui ont déjà une structure pour ça. Donc, on devrait un petit peu s'interroger sur est-ce que ça serait aussi utilisable dans les PME comme telles? Est-ce que ça serait structurant? Est-ce que ça serait aidant? Quand on regarde un petit peu la littérature sur les PME, ce qu'on nous dit, en fait, c'est que ce type de démarche-là pourrait être utilisable et être un soutien aux entreprises. Parce que dans les PME, parfois, c'est le propriétaire qui fait de la gestion d'invalidité et lui n'a pas souvent nécessairement de cas. Donc, la piste actuellement qu'on a dans les écrits scientifiques, c'est que l'ORPA pourrait éventuellement être utilisable, mais pour l'instant, on n'a pas d'éléments là-dessus. Force et limites de l'étude, ben, je pense qu'une des grandes forces de l'étude, c'est vraiment la co-construction entre les experts scientifiques et les praticiens experts qui sont jour après jour en train de faire des retours progressifs au travail. Donc, on a vraiment l'avis des deux, les données probantes et les praticiens. Et on avait aussi, l'équipe Capri avait fait aussi des revues de littérature sur ces 3 caractéristiques-là. Donc, je pense que la base ici, en termes de fondement scientifique, est très forte et complétée par des gens du terrain. On a utilisé une méthode triage aussi, qui est une méthode de consensus. Et ça aussi, ça permet aussi d'aller un peu plus loin dans la consultation des experts. Au niveau des limites, ben, je pense que la principale limite ici, c'est la majorité des grandes entreprises. Donc, il va falloir vraiment aller ailleurs pour comprendre un peu comment cet outil-là pourrait être utilisé dans les PME. Et c'est principalement des conseillers RH. On avait très peu de gestionnaires. Donc, il faudrait comprendre aussi le point de vue des gestionnaires dans l'utilisation de cet outil-là. Ce serait quoi les prochaines étapes à l'outil? Mais là, on a regardé un peu la conception de l'outil, les évidences, le contenu, mais je pense qu'il faut aller vers est-ce que cet outil-là est acceptable par les travailleurs? On a des pistes avec l'ORPA TMS. Julie Bouffard avait été chercher un peu des points de vue dans ce sens-là. On sait que probablement c'est acceptable, mais il faut aller documenter ça. Et qu'est-ce qui arrive avec les PME? Est-ce que ça peut être utile pour les PME et dans quel cas, dans quel contexte? Par la suite, je pense que la prochaine étape, ce serait une mise à l'essai de l'ORPA, donc l'essayer avec des vrais retours au travail et après évaluer les effets. Les effets sur la durée d'absence, la satisfaction et le maintien au travail comme tel. Alors, en terminant, je voulais juste vous dire que l'ORPA est disponible sur le site web du Capri. Donc, l'ORPA, il se présente sous 2 formes, un guide d'instruction sur comment l'utiliser et la grille comme telle, et le guide d'évaluation de la marge de manœuvre, en fait, pour les ergothérapeutes, il se présente sous une forme accompagnée d'une formation pour les ergothérapeutes. Merci beaucoup de votre attention.